J'ai à mes côtés deux femmes absolument extraordinaires, des femmes incroyables. Alors on ne la présente plus, mais si quand même, Anne-Christine Robin. Bonjour Anne-Christine. Bonjour à tous. Anne-Christine, tu es experte en grande philanthropie, tu es directrice chez Force for Good. Tu as débuté ta carrière à une période où il y avait littéralement tout à faire. Tu as eu la chance de travailler notamment à tes débuts à la Fondation ARC pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Et par la suite, la vie t'a amené de l'autre côté de l'océan, aux États-Unis, où tu as pu littéralement explorer comment est-ce qu'en fin de compte, la philanthropie pouvait évoluer en fonction des territoires, des cultures, des populations, de l'histoire d'un pays. Et on le verra, on a de la chance, en Europe, on a encore pas mal de nouvelles pistes à explorer. Adélaïde, bonjour. Bonjour. Toi aussi, Adélaïde, tu as un parcours assez dingue. Tu es experte en anthropologie, tu es diplômée de l'université d'Oxford. Tu es également une experte en design comportemental et tu es la fondatrice d'un cabinet de conseil qui s'appelle AP au carré. On peut dire que c'est un véritable hub d'innovation sociale. Passionnée par l'homme avec un grand H, tu traites de sujets autour de l'innovation positive, sociale et environnementale. Donc aujourd'hui, mesdames, on va essayer un petit peu de comprendre de quelle manière l'anthropologie peut venir en soutien ou non à une stratégie de grande philanthropie. Avant de rentrer dans les débats, une petite précision pour vous qui êtes en ligne. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le fil du chat et on prendra un temps d'échange en fin de compte à la fin pour y répondre. Maintenant, on rentre directement dans le vif du sujet et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à toi, Adélaïde, je me tourne vers toi. En fin de compte, de manière tout à fait spontanée, concrètement, en quoi consiste l'anthropologie et à quoi sert-elle ? Grande question, on me la pose souvent. Anthropologie, anthropos, c'est l'étude de l'homme et des groupes humains. Donc comprendre les comportements. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, quelles sont les motivations sous-jacentes pour nos comportements. Donc moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'applique l'anthropologie au monde de l'entreprise, au monde des ONG, au monde des startups, pour essayer de les aider à prendre des décisions qui sont basées sur une compréhension objective des humains, des comportements, et après d'innover, de changer ces comportements. Alors, l'anthropologie appliquée à l'entreprise, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau ? Je ne sais pas, moi, quand on me dit anthropologie, je pense à l'histoire, je pense à des laboratoires, et j'ai du mal un peu à comprendre comment est-ce qu'en fin de compte, concrètement, on peut l'appliquer dans nos métiers du quotidien. À quoi ça ressemble en concret. Ouais. Alors, ce que je fais vraiment, je mélange théorie et études terrain. Donc en fait, on va aller voir ce qui se passe sur le terrain, interviewer des gens chez eux pour comprendre vraiment comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc ça peut être au niveau de nos utilisateurs, de nos donneurs, ou alors au niveau de l'entreprise elle-même, qui aussi est une structure, des tribus qu'il faut aller analyser. Et aussi toute une partie de théorie. Donc il y a énormément de connaissances, tout ce qui est psychologie comportementale, sociologie, anthropologie. En fait, plein de gens qui ont essayé de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et donc on lit cette partie terrain et cette partie théorie pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et avoir des insights qui nous aident vraiment à avancer. Ok. Anne-Christine, quand tu entends Adélaïde, ça te fait penser à quoi du coup par rapport à la philanthropie ? En quoi l'anthropologie est-elle cruciale, cette étude des comportements ? Est-ce qu'elle occupe un rôle, en fin de compte, quand on parle de philanthropie ? En fait, en philanthropie, on ne fait que ça, étudier les comportements. Alors, on étudie le comportement d'une organisation dans son ensemble, dans son environnement. On étudie le comportement du donateur, évidemment, et le donateur est multiple. Il peut être un individu, mais ça peut aussi être une entreprise. Donc, on est dans un environnement sociétal, finalement, qui évolue en ce moment incroyablement vite et on ne sait pas encore très bien dans quelle direction. Et c'est pour ça que cette anthropologie et cette étude comportementale appliquée justement à la problématique d'une ONG et également à la problématique, c'est même pas une problématique en fait, c'est à l'évolution d'un comportement d'un donateur est incroyablement riche et c'est quand même une expérience que l'on a et c'est une façon de travailler qu'on a davantage dans les pays anglo-saxons qui commence à arriver maintenant en France et je suis hyper contente de commencer à réfléchir avec Adélaïde parce que je crois vraiment qu'il y a là une richesse bien au-delà des benchmarks classiques qu'on a l'habitude d'appliquer avec des techniques marketing habituelles. Là, on rentre vraiment dans l'humain, dans l'approche plus englobante qui est absolument indispensable dans une approche de grande philanthropie puisqu'il faut raconter une histoire et que cette histoire, elle doit être lisible, elle doit être compréhensible d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire de l'organisation
et souvent même de l'intérieur de l'organisation, ce qui est déjà un premier gros sujet, un premier chantier, et puis de la personne à qui l'on va proposer cette aventure incroyable, qui est souvent une aventure humanitaire, en tout cas toujours une aventure humaine et sociétale, qui est donc le donateur, individu ou l'entreprise. Et ça, on a toutes les deux voyagé pas mal et vécu à l'étranger. Toi, tu as vécu en Australie, moi aux États-Unis. Et je crois qu'effectivement, ce mélange en fait des genres, ce mélange des soft skills et puis de la statistique, du comportement humain appliqué à des choses, comme tu le disais tout à l'heure, très, très concrètes. Ça nous donnera, je pense, des résultats très, très chouettes et ça nous permettra de rendre des projets plus lisibles. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez un peu à dresser un portrait, un persona de la philanthropie, des grands philanthropes? Comment agissent-ils? Qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils recherchent en fin de compte à travers cet acte de générosité? Tu veux y aller? C'est une grande question. Il y a un anthropologue qui s'appelle Ernest Becker, qui est assez connu, qui travaille sur la peur de la mort, le rapport à la mort. Et lui, il explique que les sociétés humaines ont besoin de créer des espèces, il appelle ça des objets d'immortalité. Donc en fait, des façons de créer des choses qui vont nous survivre, qui vont perdurer. Et donc du coup, potentiellement de créer des fondations, de donner, tous ces types d'actions sont une manière pour nous de survivre et de créer des choses qui vont aller plus loin. Et puis il y a aussi en anthropologie plein de théories sur le don. En fait, c'est vraiment, il y a plein de sociétés qui fonctionnent au don, donc à la réciprocité. Moi je te donne quelque chose, toi tu me rends quelque chose d'autre. Et donc quand on donne quelque chose, c'est pas que dans un sens, il y a vraiment un échange, on attend des choses en retour. C'est le fameux give back américain très classique où effectivement tu donnes à l'organisation qui t'a soutenu, ton école, ton hôpital, voilà. Qui est pas très français parce qu'en français l'État en fait providence fait qu'on a moins ce sentiment d'avoir envie de redonner à une organisation qui vous a elle-même soutenu. Aujourd'hui, on s'intéresse principalement à la grande philanthropie. Quel est le leitmotiv pour un grand patron de donner au nom de son entreprise ou au contraire de donner à son nom propre? C'est quoi en fin de compte les activateurs? Qu'est-ce qui fait qu'il va plutôt donner au nom de sa boîte ou au contraire donner au nom de sa famille ou de lui-même? Alors ça, je dirais que c'est la magie de la rencontre. Donc c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, il n'y a pas de statistiques sur le sujet. Ce qui est statistique, en revanche, c'est l'évolution, ce que tu disais, Adélaïde, effectivement, du comportement à travers les générations des donateurs. Aujourd'hui, on sait que la mesure de l'impact, que le sujet même de son don est vraiment étudié par le philanthrope, qu'on appelle même maintenant un philanthropreneur. Donc on est vraiment davantage dans l'investissement sociétal. Donc ça, ça a beaucoup évolué par rapport à cette philanthropie qu'on appelait plutôt la philanthropie à papa, où en fait le chef d'entreprise en France, assez paternaliste, allait s'occuper des gens qui finalement travaillaient pour lui, ou bien parce qu'il était catholique ou d'une religion, il allait aider sa religion, donc sa communauté. Mais globalement, on n'allait pas tellement au-delà de ça. Là, on est vraiment arrivé sur des sujets qui sont extrêmement variés. Nous, chez Force for Good, on travaille aussi bien pour du scientifique, du médical, du social, mais aussi de la culture, de l'éducation. Donc, les sujets sont extrêmement variés. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va dire oui ou non? Il y a évidemment des questions personnelles. Après, il y a la capacité de l'organisation à proposer un projet unique, en tout cas suffisamment unique et intéressant pour que la personne, le philanthrope en face, donc l'investisseur finalement, se dise « ça résonne en moi ». Mais impossible de savoir. En tout cas, on peut le supposer, parce qu'effectivement, on peut étudier qui est cette personne, mais très difficile de savoir si ça va résonner pour sa boîte, si ça va résonner pour lui, si ça va résonner pour une filiation, si ça va résonner pour l'héritage qu'il a eu de ses parents. Enfin, et l'héritage, je le sens, j'entends héritage social, pas héritage financier. C'est extrêmement difficile. Donc, en fait, il ne faut pas essayer, quand on est une organisation, de s'adapter à ce que veut un philanthrope. On est sûr de se tromper. En revanche, il faut être extrêmement précis sur ce que l'on a comme aventure à raconter. Nous, on parle beaucoup de storytelling. On travaille beaucoup sur le storytelling. On travaille beaucoup sur le positionnement des organisations dans leur environnement.
et l'apport du projet que l'on apporte justement aux philanthropes pour qu'ils le financent, moi, plus cela va et plus on a des philanthropreneurs exigeants sur effectivement la teneur de ce qu'on leur propose. Donc si l'évolution il y a, elle est là. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Adélaïde, on a vu ces 10 dernières années une explosion des fondations familiales, les fameux Family Foundation anglo-américaines, qui sont extrêmement développées là-bas. Et ça répond exactement à ce que tu dis là, c'est-à-dire un souhait de marquer son temps, d'être utile et de l'être de manière familiale. Et ça répond aussi à un deuxième enjeu pour des entrepreneurs, là. C'est pour des familles d'entrepreneurs qui ne peuvent pas tous être dans l'entreprise. Ça permet d'avoir un sujet de fédération familiale. C'est-à-dire que là, effectivement, comme l'entreprise ne peut pas l'être, on est vraiment dans un sujet qui permet de réunir la famille autour d'un projet sociétal commun. Ça, c'est vraiment... Enfin, tu parlais de tribus. En fait, on recrée des tribus autour d'un projet. Oui, sans doute, ça doit aider à gérer les problématiques de famille. En psycho, il y a un concept qui s'appelle Superordinate Goal, donc les objectifs supérieurs. Et en fait, on voit que quand il y a plusieurs groupes qui sont en conflit, qui ne s'entendent pas, donc par exemple des équipes de sport qui ne s'entendent pas, qui se retrouvent tous dans un bus ensemble, le bus s'arrête sur le bord de la route, ne marche plus. Et en fait, tout à coup, ils arrivent tous à travailler ensemble parce qu'il y a un objectif supérieur. Et donc là, dans l'exemple de ces familles, c'est exactement ça. C'est tout à coup, on a un objectif, un but supérieur, et ça nous permet d'oublier tous nos conflits, tous nos problèmes. Dépasser. C'est ça, exactement. Et finalement, le don, c'est un peu ça aussi. Donner, c'est aller au-delà de soi. C'est rentrer dans une aventure plus grande que la sienne. Et il faut que l'organisation permette au philanthrope de rentrer dans cette aventure. Donc il faut le faire rentrer dans sa famille et il faut lui donner une place. Et cette place, elle n'est pas intrusive. Moi, je n'en ai jamais vu d'intrusive. Elle est au contraire même toujours bienveillante. Mais elle est exigeante. Donc elle est à la fois bienveillante et exigeante. Oui, tout à fait. Adélaïde, est-ce que de ton point de vue d'experte en anthropologie, tu aurais des méthodes à nous partager, à nous transmettre pour justement essayer de comprendre, de mieux comprendre les philanthropes qui seraient en face de nous? Est-ce que il y a des questions, une manière d'appréhender les choses? Est-ce que tu as des tips de votre côté? N'hésitez pas, je le répète, à nous poser vos questions. On ne manquera pas de les prendre chacune après ces débats. Donc vous pouvez interpeller Anne-Christine, Adélaïde, elles sont là aujourd'hui pour vous. Donc je me retourne vers toi pour essayer de voir un petit peu si ce regard d'anthropologue permettrait de voir un petit peu les choses différemment. Et des fois, on vient effectivement, quand on est fundraiser, de la communication, de la finance ou ce genre de choses. Est-ce que ça vaudrait le coup qu'on se mette dans les chaussures d'un anthropologue pour essayer de mieux comprendre les personnes qui sont en face de nous? Complètement. Et c'est vraiment... c'est tout un métier puisque, pour vous donner un exemple, j'ai fait récemment en Australie un projet sur le don de sang. Donc pourquoi est-ce que les gens donnent du sang? Pourquoi est-ce que les gens vont pas à leur rendez-vous? Alors on peut faire un questionnaire et ils vont dire je viens pas à mes rendez-vous parce que j'ai pas le temps et je donne du sang parce que j'ai envie d'aider la planète. Ouais. Et en fait, pour aller en dessous, au niveau de couche en dessous, on est obligé d'aller les rencontrer, d'aller passer du temps dans les centres et en fait de passer du temps avec les gens pour comprendre quelles sont les réelles motivations. Alors la plupart du temps, ils ont du mal à l'articuler eux-mêmes. En fait, pour vraiment, il faudrait qu'ils aient conscience de leur motivation. Il faudrait qu'ils sachent comment l'articuler. Il faudrait qu'ils aient envie de nous le dire. Donc c'est quand même, c'est difficile que ça s'aligne. Donc en fait, c'est tout un travail de poser les bonnes questions, de les rencontrer dans leur contexte, de les mettre dans l'action pour essayer de comprendre ce qui se passe en dessous. Donc c'est plus dans l'échange. Qu'on arrive à voir. Donc par exemple pour le don de sang, une énorme motivation, c'est ce qu'on appelle le signalement vertueux. Donc le fait de montrer aux autres qu'on est une personne vertueuse, donc de poster sur les réseaux sociaux, de rentrer, d'aller au bureau et de dire sur mon bras on voit que j'ai donné du sang, j'ai la petite gourde qui dit que j'ai donné du sang, qui était très forte, mais jamais la personne allait dire non, je donne du sang pour pouvoir raconter à tout le monde que je l'ai fait. Il y a plein d'autres motivations, c'est pas si simple qu'une seule.
Et en fait, on est vraiment obligé de passer du temps, de voir ce qu'ils font à côté, parce que ces personnes-là disaient bah moi je donne parce que je suis une bonne personne. Enfin, il y a vraiment ce besoin de creuser. C'est tout mon métier en fait, d'essayer de comprendre ce qui se passe en dessous de ce qu'ils disent. Au-delà de ce qu'ils disent, c'est quoi leur vrai comportement. Un peu comme un inspecteur en fin de compte, un détective. Un peu, c'est ça. Et un peu comme un psy aussi. C'est ça. Donc c'est vraiment un mélange de psychothérapie, de détective. Ça me va très bien. Moi, j'ai toujours rêvé de travailler au Mossad, donc ça me va très très bien. Mesdames, on ne va pas se mentir, on vient de traverser une période très difficile qui malheureusement n'est pas encore terminée. Et on l'a vu en fin de compte, la grande philanthropie pouvait agir sur des sujets d'urgence, vraiment limite en substitution parfois à notre économie et en substitution à la force publique. Anne-Christine, je me tourne vers toi. En tant que fundraiser, comment a-t-il pu s'adapter pour permettre justement aux structures, aux ONG, aux associations de maintenir leur mission, de poursuivre leurs activités? Alors, j'ai pas de boule de cristal, donc on est encore un peu tôt en sortie de confinement pour pouvoir vraiment avoir une analyse juste. Si on regarde les crises passées, on se rend compte que finalement, la grande philanthropie n'a pas failli. C'est-à-dire que malgré les crises, même les crises financières, la grande philanthropie est restée finalement une valeur assez sûre pour financer des projets. Ça, c'est le premier point. On verra si effectivement ça se justifie, enfin si à nouveau on a le même comportement après cette crise-là qui est quand même inédite, donc difficile de le savoir vraiment. Ce qui est sûr, c'est que l'engagement est quand même fort et on le sent et on sent que c'est quand même une vague de fond. Enfin, Adélaïde pourra le confirmer, mais l'engagement, l'envie individuelle de s'engager est quand même fort. La RSE dans les entreprises est devenue quelque chose de complètement habituel. Le mécénat de compétences prend également de la force, et on pourrait très bien avoir du mécénat de compétences à très haut niveau, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait finalement aussi avoir des philanthropes qui donnent de leur temps, et ce temps il est aussi valorisé, et cette valorisation devrait faire partie de la philanthropie. En tout cas, moi, je pense que ça, ce serait aussi une évolution intéressante. Donc, moi, je suis très, très confiante. Je pense que les grandes entreprises, alors je ne parle pas des TPE ou des petites entreprises qui vont avoir, je pense, effectivement, une sortie de crise très compliquée. Au niveau des grandes entreprises, le mécénat ne va pas s'arrêter. À l'international, il ne s'arrêtera pas non plus. Je trouve que les indicateurs économiques, même s'ils sont pas très bons, sont moins pires qu'ils ne pouvaient l'être il y a encore un mois. Donc il semblerait que, comme toujours, l'être humain va nous étonner et sa capacité de rebondir va faire en sorte qu'on va finalement s'en sortir bien. Et la philanthropie, de la même façon, va suivre, je pense, cette tendance. Et non seulement on va la suivre, mais on aura probablement encore plus besoin, en sortie de crise, de se retrouver autour de sujets de société. Et à nouveau, les associations, les fondations qui s'en sortiront le mieux seront celles qui seront le plus lisibles sur leur ADN. C'est-à-dire, qui je suis vraiment, moi, en tant qu'organisation humanitaire, et quel projet de société je peux proposer. Et à partir du moment où les gens seront lisibles, alors ils seront entendus. Et je pense qu'en face, il y aura des oreilles tout à fait écoutantes. En tout cas, on le voit. Enfin, nous, même pendant cette crise, on a continué avec les clients qui le souhaitaient à travailler avec nos comités de soutien. Donc à travailler avec les personnes qui s'étaient déjà engagées dans un projet, et ils ont répondu. Alors ils ont répondu aussi parce qu'ils avaient peut-être un peu plus de temps, ou parce qu'ils étaient chez eux, et que même s'ils travaillaient, il y avait effectivement plus de moments particuliers pour pouvoir partager ça. Mais je pense qu'aussi ils ont répondu parce que cette période angoissante, dans cette période angoissante, le fait d'être partie prenante d'un projet positif et à nouveau plus grand que leurs problèmes précis au moment où ils nous parlaient, finalement leur faisait du bien. Et la philanthropie, quand tu me demandes quelle est la motivation, je crois que la motivation numéro 1, c'est de se faire du bien finalement. Donner, ça fait du bien. Donner, ça paraît un peu idiot ce que je veux dire, mais donner, c'est évidemment recevoir, c'est beaucoup recevoir. Et il faut être prêt à donner de l'autre côté de manière à ce qu'effectivement le philanthrope reçoive. Et il va recevoir de l'information, il va recevoir l'accès à un groupe, il va recevoir un échange, il va recevoir des partages d'idées qu'il n'aurait pas eu
dans son environnement professionnel ou personnel autre que cet engagement-là. Donc oui, je pense qu'on est dans une société qui devient une société d'engagement fort, et on le voit de plus en plus. Et la grande philanthropie a cette place dans cette société qui se construit. Et de ton point de vue, Adélaïde, justement, quel est le visage de ce grand philanthrope par rapport à la puissance publique ? Est-ce que les grands philanthropes sont un petit peu des véritables acteurs de notre monde économique, public, social ? Voilà, entre ceux qui arrivent à agir rapidement parce que justement ils sont plus novateurs versus parfois l'État qui est un petit peu englué dans ces process. Qu'est-ce que ça dit de nos comportements, de notre manière d'agir en fin de compte ? C'est un vrai sujet à explorer. La perception en fait des grosses organisations, des ONG, c'est certainement pas celle de quelque chose d'agile, par exemple, par rapport à la perception l'imaginaire d'une start-up sociale. Donc il y a certainement un travail à faire pour comprendre pourquoi cette perception existe et comment est-ce qu'on peut communiquer différemment pour montrer qu'en fait potentiellement elles sont capables d'agir vite et comme elles l'ont démontré pendant la crise, de pallier potentiellement ce que n'a pas fait l'État. Je pense que c'est vraiment plutôt une histoire de perception et d'imaginaire collectif plutôt que de vraiment est-ce qu'on regarde les actes. Donc il y a vraiment un sujet là. Ouais. Donc c'est des études à mener concrètement sur le terrain. Encore une fois, on le dira jamais assez. Il faut sortir de son bureau, il faut aller voir ses bénéficiaires, il faut aller voir concrètement le résultat qu'on a. Puis après, le travail justement dont tu parlais, Anne-Christine, de communication, de storytelling, qui va permettre justement de faire le lien entre ce qui se passe concrètement sur le terrain et en fin de compte l'ensemble du public qui va justement pouvoir être touché par une cause ou une autre. Et cette crise, est-ce que vous avez dû vous adapter en tant que fundraiser ? Est-ce qu'il y a des choses complètement nouvelles que tu as dû être obligé de faire parce que forcément, on ne travaille pas pareil en période de crise ou en période, on va dire, de temps calme ? Alors, on a déjà dû tous se mettre à la visio. Ce qui évidemment pour une certaine génération de philanthropes n'était pas forcément le plus simple, mais en fait tout le monde s'y est mis avec beaucoup de bonne humeur, donc j'ai trouvé que c'était en fait plutôt rafraîchissant ça. Et puis oui, on a dû s'adapter. La grande philanthropie, c'est du contact direct. Alors évidemment en temps de distanciation sociale, le contact direct, c'est un petit peu compliqué. Mais finalement, certes, c'est du contact direct, mais ça peut être du contact téléphonique, ça peut être du contact visio, ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, on s'est rendu compte, comme un peu on est aujourd'hui là, on est un peu avec vous chez nous, mais on est aussi chez nous, en tout cas chez l'une d'entre nous. Et bien finalement, ça marche aussi très bien. Et j'ai le sentiment, en l'ayant testé et essayé, que ça a finalement un peu aussi décontracté le rapport à l'autre et ça l'a un peu moins, c'est un peu moins formel. C'est-à-dire qu'avant on se retrouvait dans des endroits, généralement des bureaux très chics, entre soi, etc. Là, on s'est retrouvés et on a vu les intérieurs des uns et des autres et finalement ça a rendu les rapports plus cordiaux, plus personnels. Voilà, en fait, plus personnels et moins formels. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Ce qui, évidemment, est très compliqué, c'est l'événementiel. Et même le petit événementiel. Ça, c'est l'un des ciments d'une approche de grande philanthropique, c'est que les gens se retrouvent et dans une énergie commune donnent. Ça, on y travaille, on est en train d'y travailler. On a maintenant des solutions techniques qui fonctionnent bien chez Force for Good et on va le tester. On sait qu'aujourd'hui, en cultivation, ça marche et ça marche très très bien. Donc ça, on pourra faire nos événements de cultivation sans problème. Ouais. En levée de fonds, les anglo-saxons qui sont comme d'habitude un peu en avance sur nous sur ce genre de choses, on avait déjà des statistiques. Moi, j'ai passé une partie de mon confinement à New York et la levée de fonds sur les événements, les galas qui étaient prévus, était quand même très inférieure. On parlait d'à peu près 40% de moins que quand on est en présentiel. Donc ça veut dire, et à nouveau on est en sortie de crise, donc c'est encore un peu tôt, mais ça veut dire que il va falloir être hyper ingénieux pour réussir à recréer des dynamiques de groupe à distance, en espérant évidemment que même si ça servira et on sera obligé d'avoir des backups virtuels, on puisse quand même se réunir pour que le contact direct et l'énergie que l'on trouve dans une salle, et ça, on peut rien y faire, c'est comme un concert, quoi. Un concert à la télévision, c'est quand même pas la même énergie. Et quand on fait un gala, quand on fait une conférence, en tout cas, chez Force for Good, on a vraiment
cette envie de faire en sorte qu'il se passe quelque chose, de faire monter une mayonnaise, elle est plus difficile à faire monter. Voilà. Et quand on est en présentiel, on sait que c'est un don d'impulsion. C'est-à-dire que nous, on monte beaucoup d'événements de levée de fonds et la technique, certes, est là pour nous aider, avec des grilles de dons, avec plein de techniques statistiques qui fait qu'on est meilleur, mais quand même, le fait d'appuyer, quand le philanthrope appuie sur 20 000 plutôt que 2 000, c'est l'énergie qu'il a eue à ce moment-là. Donc, tout notre travail, nous, aujourd'hui, chez Force for Good, c'est de trouver des moyens pour retrouver cette énergie-là. Et on va retrouver cette énergie-là, on trouvera des moyens. Bien sûr. Et puis, l'anthropologie nous aidera, parce que justement, là, l'étude du comportement de don en visuel, en présentiel ou pas, ça, c'est typiquement le genre de sujet qu'on pourra explorer ensemble. Et là-dessus, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'études quantitatives qui sont sorties sur comment le don a changé pendant le confinement. Bien sûr, moins de moyens, donc moins de dons. Potentiellement, certains qui font des économies, donc plus de dons. Des dons plutôt tournés vers la santé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'intentions. Mais est-ce que derrière, le comportement va suivre ? Et c'est là qu'il faut faire très attention, parce qu'on peut vite se dire « Ah mais génial, tout le monde a envie de donner », sauf qu'on le sait, ça s'appelle le action intention gap, l'écart entre l'action et l'intention. Comme par exemple, après le Covid, je vais tout changer, et puis 3 mois plus tard, en fait, on a tous repris nos mauvaises habitudes. Donc comment est-ce c'est comme le 1er janvier, quoi. C'est les bonnes intentions de l'année. C'est ça, nouveau départ. En tout cas, si on fait référence aux autres crises financières, il se trouve que la philanthropie c'est quand même maintenu et c'est maintenu à un niveau très très correct. Donc on verra, je suis d'accord avec toi, entre l'intention et l'action, il peut y avoir une différence et les mois qui viennent et l'année qui va venir nous le dira. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas ménager ses efforts. C'est-à-dire que justement, pour faire passer quelqu'un de l'intention à l'action, il va falloir être encore meilleur, il va falloir être encore plus précis, il va falloir être encore plus là, plus présent. Et garder le contact. Le contact. En regardant ce qui s'est passé pendant les autres crises, je lisais une étude après 9/11 sur le don. En fait, toutes les ONG qui ont arrêté de contacter les donateurs, en fait, les ont perdus. Parce que on a perdu le contact et tout à coup, vous savez que j'ai plus d'argent, donc du coup, vous êtes plus intéressé par moi. Et en fait, ça a fait énormément de dégâts parce qu'ils ont arrêté de les contacter. Alors, la crise là, quand même, qu'on vient de traverser, certes, c'est pas la première, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même une prise de conscience générale qui fait que justement, on rêve d'un monde meilleur, là, maintenant, tout de suite, demain, et pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans. Et comment est-ce qu'en fin de compte, quel rôle la grande philanthropie pourrait jouer dans la construction de ce monde de demain dont on rêve tous, Anne-Christine ? Elle a un rôle évident. Enfin, c'est un marché énorme, et ce que je disais au tout début de ce webinaire, c'est effectivement les fondations familiales explosent en Europe mais elles explosent vraiment. Je crois qu'elles ont été une augmentation de 240%. Enfin, un truc qu'on avait, c'est un truc absolument incroyable. C'est une marée, quoi. Et ça explique bien cette envie de s'engager dans un sujet qui vous est propre et de s'engager à long terme. Parce que quand on crée une fondation familiale, on la crée pas, c'est pas un don. C'est un engagement sur un sujet à long terme. Et je crois qu'on voit cette évolution et on voit cette envie aussi, sans parler de fondation, de philanthropes, de s'engager pluriannuellement. Et ça, je pense j'espère que ça rassurera un peu les associations et les fondations qui, elles, ne sont pas distributrices, mais qui sont justement collectrices d'argent, cette envie de construire et de construire un projet à moyen et long terme. Mais ça induit ce que tu venais de dire, c'est qu'effectivement, si on les oublie, ça induit du relationnel, et du relationnel, mais vraiment suivi. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que là, on ne peut plus se voir qu'on arrête de se téléphoner. Et nous, on l'a expérimenté avec tous nos clients qui ont continué évidemment à travailler pendant cette période du Covid. Certains, en tout début, me disaient « Mais en fait, on ne fait pas d'action, nous, Covid, donc j'ai rien à dire. » Et en fait, c'est pas vrai. Ils avaient des trucs à dire. Alors, certes, ils n'étaient pas en première ligne comme les soignants. Et c'est vrai que la santé a été le don immédiat, parce qu'il y avait une urgence, et puis il y avait
le sentiment d'avoir envie de les aider. Donc ça, c'était la première urgence. Mais derrière, toutes les personnes fragilisées ont été en deuxième rang les cibles, en tout cas les objets des dons les plus fréquents pendant cette période de Covid. Mais qu'est-ce que c'est qu'une personne fragilisée ? C'est très large comme définition. Un étudiant seul, c'est une personne fragilisée. Donc les écoles, les grandes écoles pour lesquelles nous travaillons aussi, ont eu des actions Covid, elles ont eu des actions, et les aider à communiquer, les aider à rester en lien avec leur communauté, quelle que soit cette communauté, fait qu'effectivement, pour tous ceux qui l'ont fait, la sortie de Covid sera probablement moins complexe parce qu'ils n'auront pas perdu ce fil de communication avec leurs donateurs, qu'ils soient des petits donateurs ou des philanthropes. Mais le lien avec le philanthrope, étant donné le montant du don et donc l'implication, l'importance de l'implication et le retour demandé par le philanthrope, évidemment, est encore plus prégnant sur ce genre de crise qui nous éloigne. Alors j'ai de la chance parce que vu que j'ai le micro, je vais pouvoir commencer moi-même une série de questions et on prendra les vôtres dans quelques instants. De manière tout à fait spontanée, Anne-Christine, est-ce que tu penses que les grands philanthropes auraient intérêt à communiquer davantage sur leurs actions, sur leurs gestes de dons ? On sait que le parler d'argent peut être encore un sujet assez tabou en France. Je me tourne vers vous deux. Est-ce que oui, il faut communiquer ? Est-ce que Adélaïde, je sais que tu reviens là récemment d'Australie où tu as vécu plusieurs années. Est-ce que, et toi aussi Anne-Christine, de ta connaissance du territoire américain, est-ce qu'on a intérêt à davantage parler des actions des grands philanthropes ici en France, parce que je sais qu'il y en a beaucoup et certaines sont littéralement inconnues encore. Alors, ça a longtemps été un sujet tabou en France parce que le don était... quand on en parlait, les gens disaient « mais moi, je ne veux pas qu'ils sachent, que les gens sachent combien j'ai donné ». Le sujet, c'est pas le montant qui est important, c'est le comportement, c'est-à-dire c'est pourquoi je donne. C'est-à-dire qu'on peut, je crois, également aider les philanthropes à communiquer sur leur engagement. Et là, c'est pas sur le montant, parce qu'effectivement, c'est pas le montant qui est important. Enfin, sauf si, très personnellement, ils ont le souhait de le dire. Très bien. Et dans ces cas-là, c'est une démarche personnelle. Mais ce qui est important sociétalement, c'est qu'ils communiquent sur le pourquoi de leur engagement. C'est leur motivation profonde. Ce qui fait qu'effectivement, ils décident de s'engager dans telle cause ou telle autre cause. Alors parfois c'est personnel et ils n'ont pas envie de dévoiler des histoires de famille, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais il y a toujours des angles de communication et ça et oui, communiquer son engagement, c'est montrer un exemple, c'est montrer que on peut avoir un rôle sur un certain nombre de points. Moi, je trouve que c'est une action incroyablement positive et incroyablement dynamique. C'est une forme d'entrepreneuriat. C'est je décide de soutenir telle ou telle action. Eh bien oui, ça veut dire que je pars, j'investis dans un projet. Et dans ce sens-là, je trouve qu'en France encore, les philanthropes ne communiquent pas suffisamment. Cette énergie. En fait, voilà, j'aimerais qu'ils communiquent une énergie. Donc, c'est pas sur le montant du don, c'est pas ça qui est intéressant. S'ils le souhaitent, bien sûr, ils souhaitent, peuvent. Mais du coup, ça veut dire que tout d'un coup, on rentre un petit peu dans la vie privée des uns et des autres, puisque justement, tu parles de cet engagement qui peut être très personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on est prêt à faire tomber les masques et justement dévoiler de nouvelles facettes de son comportement ? Je sais pas ce que tu en penses, Adélaïde. En fait, je pense que déjà, ça peut avoir un impact très très bénéfique sur la générosité des autres. Donc, ça s'appelle la norme sociale en psychologie. On a tendance à faire ce que font les autres. On veut pas être différent. Avec la Croix-Rouge, on les a aidés sur leur communication. Ils communiquaient très rationnellement, du coup, en disant il y a une personne sur 3 qui a besoin de sang dans sa vie, mais il y en a qu'une sur 10 qui donne. Donc, du coup, voilà, il y en a. Soyez cet individu. Sauf qu'en fait, ça renforce la norme, que c'est pas normal de donner, qu'il y a très peu de personnes qui donnent. Et donc, en fait, on a retourné la communication en disant, il y a des milliers d'Australiens qui donnent du sang tous les jours, venez faire partie du mouvement. Et les chiffres ont explosé. Et donc, en fait, de communiquer sur le fait qu'il y a énormément de personnes qui donnent, des personnes d'autorité, des personnes à qui je fais confiance, ça ne peut que faire du bien à la cause. Donc, avec cet argument-là, je pense aussi qu'on peut en convaincre beaucoup.
un mix, une approche différente un petit peu des comportements en fin de compte à travailler pour se dire justement il faut qu'on aille vers ça et sur l'étude des comportements en tant que tel pour aller vers ce monde meilleur qu'on souhaite tous. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des traits comportementaux qui sont très français qu'on aurait plutôt intérêt, on va dire, à retravailler? Est-ce que tu as le sentiment que sur notre territoire, on a encore des marges de manœuvre sur l'évolution des comportements pour aller vers quelque chose de plus juste, positif? C'est une super question. Je pense qu'il y a... N'hésitez pas aussi de votre côté. Je me régale en posant les questions. Il y a aussi le fait que en France, par exemple, quand on fait ses impôts, on a le sentiment d'avoir donné, d'avoir fait une œuvre caritative. Alors que, par exemple, aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Donc, il y a aussi le système qui fait qu'il y a des impacts sur les comportements. Je pense que il y a aussi en France, le côté très positif, très avenant qu'il y a dans les pays anglo-saxons peut aussi avoir un impact positif sur la philanthropie. Alors qu'en France, on est plus... c'est ce que tu disais, on n'a pas envie de partager sur le combien on a donné. Mais honnêtement, j'ai pas encore la réponse. Anne-Christine, peut-être que toi en ayant fait les deux, t'en as plus. Alors, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, je vois un comportement évoluer. Quand je suis rentrée il y a 8 ans des États-Unis, avec une expérience de grande philanthropie aux États-Unis, mais on implantait des fondations européennes sur le marché de la levée de fonds américaine. Donc, je travaillais avec des Européens sur le marché de la levée de fonds américaine où je voyais bien le gap culturel. Parce que justement, s'ils s'adressaient à une agence franco-américaine, c'est parce qu'ils avaient souvent d'ailleurs essayé d'abord avec une agence purement américaine et qu'il y avait un vrai problème culturel entre la compréhension de la grande philanthropie par le conseil d'administration français et l'application sur le sol américain. C'est-à-dire que là, il y avait un fossé qu'ils n'arrivaient pas à combler. Quand je suis rentrée en France, on m'a dit la grande philanthropie en France, mais tu n'y penses pas. Ça ne marchera pas, tu peux pas appliquer les mêmes méthodes, c'est pas vrai. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que non, on n'est pas exactement dans les mêmes méthodes. C'est comme tu le dis, Adélaïde, il y a encore des freins culturels qui font que on parle moins de son implication, que le give back n'est pas quelque chose de connu, que, comme tu le dis, quand on donne ses impôts, on a déjà l'impression d'avoir donné, parce que l'État-providence fait qu'il y a une espèce de mélange des genres. Donc ça, effectivement, c'est un frein, mais ça diminue considérablement. Et non seulement ça diminue considérablement, mais il y a quand même quelques réussites incroyables de campagnes de grande philanthropie avec des méthodes très classiques anglo-saxonnes qui font qu'aujourd'hui, sur le marché français, la grande philanthropie et des campagnes de grande philanthropie à l'américaine peuvent fonctionner tout en tenant compte des différences, évidemment, mais c'est toute la richesse de notre métier, du tien comme du mien, des différences culturelles. De la même façon, on n'implante pas, les philanthropes sont internationaux par essence, mais on n'implante pas une campagne de la même façon à Hong Kong, à New York et à Paris. En revanche, les ressorts, les process, l'attention au projet, l'attention à l'autre est la même dans tous les pays. Ce sont les codes culturels qui changent. On est moins quand même dans l'applaudissement des autres. Moi, je ne sais pas si toi, tu as eu la même expérience, mais quand j'ai fait des conférences, des talks en Angleterre, en Australie, on a beaucoup de sourires en face, on a beaucoup de oui de la tête. En France, il y a pas d'expression, il y a un côté un peu plus clash et ça se sent du coup dans les initiatives. On est moins dans l'applaudissement des autres. Il y a moins de spontanéité. C'est ça. Voilà, il y a toujours plus de... on reste un peu sur son compte à soi en France. On regarde avant d'adhérer. Mais quand on adhère vraiment. Donc, c'est quelque chose. Alors, on peut évidemment un peu aider à ce que tout le monde se détende et qu'il y ait une adhésion un peu plus spontanée. Mais en même temps, les Français sont comme ils sont. Ils ont aussi plein d'autres qualités. Et finalement, cette espèce de retrait ou de volonté de ne pas s'engager avant d'être sûr permet aussi une autre façon de travailler, mais une attention encore plus fine sur effectivement leur comportement. C'est-à-dire, toi, normalement, tu devrais être intéressé, mais je vois que tu es très en retrait. Pourquoi tu es très en retrait? Et qu'est-ce qui va faire que tu vas basculer? Qu'est-ce qui t'empêche justement d'avoir un sourire banane et d'être content
d'être rentré dans cette organisation. Donc, il y a cette attention probablement plus intense encore à avoir en France, parce qu'aux États-Unis, finalement, culturellement, d'abord, quand on va à l'école, le comportement le don, aussi bien le bénévolat, donc le volontariat là-bas, et que le don financier, on vous l'apprend dès la maternelle. Donc je dirais qu'on est dans une espèce de logique de don qu'il soit d'aller balayer les plages pour le nettoyer, que de faire une collecte ou d'organiser une course pour une enfant qui est malade, c'est la norme. Donc exactement, donc on grandit dans cette norme et donc très naturellement on continue. Ici, c'est pas encore le cas. Donc c'est pas encore le cas. En voilà une zone d'opportunité. Je rêve. Je fais un appel à l'éducation nationale aujourd'hui. Moi, je rêve qu'effectivement, ce sentiment des enfants de pouvoir être utile à sa communauté, à son environnement, mais c'est vraiment une occasion d'épanouissement pour des enfants qui est extraordinaire. Et c'est vrai qu'en France, on est encore un peu loin de ça. On y arrive, mais on est encore un peu loin de ça. Et ça se retrouve pour les adultes. C'est-à-dire que ils sont d'abord un peu sur leur cantation en disant « Ouh là là, je vais quand même un peu voir ce qu'on me raconte ». Et ensuite, ils se détendent. Parce que c'est pas un comportement naturel, qui est encore normatif, qui est dans la norme encore en France. Alors, ceci est un message. Si parmi les personnes qui nous écoutent, vous avez des contacts auprès de l'éducation nationale, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un numéro ou nous organiser. On sera ravis, Adélaïde et moi, de vous monter un projet ad hoc. Mais ça, tu sais, ça s'appelle le pastor power, le pouvoir des enfants à convaincre leurs parents. Mais complètement. C'est ça. J'avais lu un bouquin comme quoi il était plus compliqué de négocier avec un enfant que négocier avec un terroriste. Donc je me dis, si on prend les choses dès la racine, des petits, peut-être qu'on va réussir à faire des très grandes choses. En tout cas, moi, j'y crois profondément. Donc nous avons une question, mesdames. Avez-vous observé des personnes devenir grands donateurs pendant la crise du Covid ? Anne-Christine, est-ce qu'on a pu observer... Alors, des personnes devenir grands donateurs, oui. Et des entreprises faire des dons extraordinaires aussi. On l'a vu, on l'a vu beaucoup dans le domaine de la santé. Je ne sais pas si la question est est-ce que quelqu'un est devenu grand donateur, par exemple est rentré dans un comité de soutien et donc a décidé de s'impliquer dans une action, ou bien a concrétisé un don, c'est-à-dire a fait un chèque. Moi je dirais oui dans les deux cas, parce que on a vu dans les deux cas c'était un oui, à partir du moment où on a gardé le contact, c'est-à-dire à partir du moment où l'organisation a continué à communiquer sur ce qu'elle faisait pendant le Covid, sur ses difficultés, sur ses espoirs, sur ce qui se passait, sur les témoignages des gens qu'elle soutenait. Alors c'est vrai que pendant le Covid, l'essentiel a quand même été donné à des actions sur la santé ou les personnes fragilisées. Ça c'est évident. C'est-à-dire que tout ce qui était patrimonial a été... Et éducation. En fait, c'est pas vrai. Il y a le troisième sujet, ça a été l'éducation. Parce qu'en fait... Mais oui, parce qu'en fait, la fermeture des écoles a quand même été un choc absolu pour toute la population. Que la problématique de l'accès a été un vrai sujet. Et donc là, finalement, les enfants sont devenus une sorte de population fragilisée. Ce que je disais tout à l'heure, un étudiant tout seul, c'est une population fragilisée. Donc il y a eu aussi là des dons. Et on a vu, oui, des gens s'impliquer et devenir membres de comités de campagne pendant le confinement sur ce type de sujet. Je ne vais pas vous dire le contraire. Quand il s'agit de patrimoine, c'est quand même, ça n'a pas été l'urgence là de ces 3 derniers mois, et il faudra probablement attendre encore quelques mois pour que effectivement ça redevienne un sujet majeur de préoccupation. Mais ça peut aller très vite. En fait, là, on est dans l'expectative, on verra. Mais oui, la réponse est oui. Une autre question, mesdames. La Fondation Vuitton a financé son musée grâce à une défiscalisation à 60% et s'est érigée comme expert d'art au même titre que des musées nationaux. Nos impôts payent ce musée privé très cher par ailleurs. Comment réagir à un problème de notre culture ? Qu'est-ce qu'on se dit là ? Merci pour cette question. Alors ça, la culture et la grande philanthropie, c'est un grand sujet en France. Alors voilà un sujet, un problème qu'on ne se poserait pas aux États-Unis. Pas du tout. Alors en Australie, je ne sais pas, mais non plus. Simplement parce que la culture aux États-Unis comme en Australie est privée. Enfin, elle est privée. Elle est en tout cas, elle n'est pas privée, mais elle est entre les mains, effectivement, de grands donateurs ou d'entreprises qui financent les musées. En France, M. Malraux l'a décidé autrement. Donc forcément, on a une culture
complètement différente de ce sujet-là, qui commence d'ailleurs à bouger, parce qu'on se rend bien compte que la différence, la lisière entre le public et le privé, et ça, moi, je le vois depuis assez peu d'années, mais je dirais quand même 5-6 ans, commence à se flouter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, sur certains dossiers, vous obtenez des financements publics quand vous pouvez avoir des financements privés. Et on se rend compte aussi que pour des philanthropes, avoir des financements publics et faire pour eux le dernier kilomètre ou les 100 derniers mètres de manière à permettre le projet, la réalisation du projet, est aussi un argument. Ce qui n'était pas du tout le cas, mais ce qui était même inenvisageable il y a de ça 10 ou 15 ans. Donc, alors là, le financement de la culture, c'est une grande question. En France, elle est traditionnellement, effectivement, étatique. Dans d'autres pays, elle est quasiment exclusivement privée. Encore une spécificité. Et encore un sujet à creuser sur la responsabilité, en fait. La responsabilité des uns et des autres, ouais. Et là, sur ce sujet-là, c'est effectivement la responsabilité des uns et des autres. C'est un vrai sujet à creuser. C'est clair. Mesdames, on approche des 45 minutes de débat, donc je sais que les estomacs vont commencer à se manifester. Moi, j'ai encore 2 petites questions pour chacune d'entre vous. La première, c'est de se dire quel est le souvenir le plus impactant qui vous reste en tête de cette période de confinement. Et deuxième question, si vous aviez un rêve, une baguette magique, chacune dans vos domaines, quel est le petit coup de pouce que vous souhaiteriez pouvoir voir se réaliser, se concrétiser? Anne-Christine, on commence par toi. Question terrible. Le souvenir et le rêve. Alors, le souvenir, moi, c'est l'énergie. J'ai été fascinée après une semaine où les organisations avec lesquelles nous travaillons ont été un peu en état de choc. Il y a eu une énergie et une capacité à rebondir absolument fantastique. Et si je garde un souvenir positif de ces 3 derniers mois, c'est vraiment ça. C'est une énergie positive incroyable, vraiment, et très largement partagée sur l'ensemble des organisations que nous accompagnons. Le petit coup de baguette magique, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, je dirais que ce serait de continuer sur cette lancée, ça ne veut pas perdre cette énergie, et 2, qu'elle se transforme pour, comme le disait au tout début Adélaïde, pour se remettre en question, mais se remettre en question positivement, c'est-à-dire analyser ce qui s'est passé, analyser les comportements de ces donateurs et les comportements aussi de l'interne. C'est-à-dire comment, par exemple, sur les directions de programme ont réagi face à cette crise sanitaire, quels que soient les sujets. Et puis, à partir de là, retravailler, ou en tout cas faire évoluer la manière dont vous présentez vos projets à vos philanthropes ou à vos entreprises pour obtenir des partenariats à moyen et long terme. Voilà, ça ce serait la petite baguette magique, c'est de garder cette énergie. À toi, Adélaïde. Bon, super question, très difficile. C'est ça. Ah ben j'ai le micro, j'en profite. Moi, j'ai eu la chance pendant le confinement de faire une étude, malheureusement à distance, sur ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Donc d'interviewer des administratifs, des paramédicaux, des médecins. Et mon souvenir, ce qui est vraiment sorti de ça, c'est qu'en fait, je pense qu'on l'a pas mal vu dans les médias, que tout à coup, en fait, ces 3 mondes qui étaient à part se sont alignés. Et objectif supérieur, la crise. Comment est-ce qu'on va vaincre ça? Et ça a super bien marché. Là, ils ont énormément de problématiques maintenant, je ne vais pas rentrer dedans. Mais c'était assez incroyable de voir à distance que en fait, quand on peut s'aligner autour d'un projet commun, une cohésion, les choses se mettent en place. Et donc de voir que c'est possible, potentiellement, ça peut nous motiver pour réfléchir quelles sont les autres causes communes qui peuvent nous rassembler. Sur tous les sujets dont la grande philanthropie, c'est assez important. Et puis le coup de baguette magique, c'est un peu lié à ça, mais en fait, beaucoup dans mon travail, donc en faisant du terrain, notamment dans les entreprises pour voir ce qui ne fonctionne pas, je réalise que c'est souvent le même problème, c'est qu'en fait, on ne communique pas, tout le monde travaille dans des silos, chacun est de son côté, et souvent, en fait, ce qui nous aide à faire communiquer les gens, c'est de leur montrer ce qui se passe sur le terrain, puisque c'est là en fait que tout le monde travaille pour quelque chose. Et donc je sais pas à quoi ça ressemblerait, mais un coup de baguette magique pour essayer de faire sortir les gens de leur silo, de communiquer un peu plus avec des gens qui ont des métiers complètement différents, d'aller sur le terrain, de se poser les bonnes questions et de sortir de nos routines, de nos habitudes. Alors peut-être qu'avec cette crise et avec ce changement, on va pouvoir le faire.
En tout cas, le message est passé, donc j'espère que voilà, chacun va pouvoir agir en ce sens. Mesdames, merci beaucoup en tout cas pour votre... J'ai un petit message, Je t'en prie, dernier petit avec message. plaisir. En fait, on a passé un super moment avec vous. J'espère que vous allez passer un aussi bon moment que nous. C'était une première. On a bien l'intention de continuer à vous parler de sujets différents autour de ces sujets d'implication, d'engagement, de collecte de fonds. Et on sera très très heureux d'avoir vos feedbacks. Vous êtes nombreux à vous être inscrits ce matin et si vous avez la gentillesse de nous envoyer un petit email en nous disant non seulement ce que vous avez pensé, mais aussi pour nous aider à nous améliorer ce que vous aimeriez entendre et les formats, ce serait juste génial d'avoir cette dynamique de groupe justement aussi. Et puis si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps vous n'hésitez pas. En fait, on reste à votre disposition. En tout cas, merci beaucoup pour votre confiance. C'était un super moment et j'espère à très bientôt. On vous enverra le replay. On reste en contact effectivement pour le prochain webinar. Merci beaucoup Judith. les filles. Merci.